Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue dans ce débrief. Accélération industrielle, nouveaux métiers, souveraineté industrielle et économique, autant de mots, de concepts et de stratégies mises en place par le Maroc depuis 15 ans, et même plus, et qui ont ancré le royaume comme pôle industriel prometteur et en devenir. Les chiffres et la situation industrielle du pays ont été présentés par le chef du gouvernement Aziz Akhannouch le 19 novembre dernier devant les élus de la Chambre des conseillers. Nous évoquerons ces chiffres et nous en parlerons lors de ce débat, mais retenons d'ores et déjà cette phrase de Aziz Akhannouch. Notre pays continue de miser sur le secteur industriel à travers une politique renouvelée et durable qui prend en compte les transformations à l'international et les évolutions rapides de l'économie mondiale en vue d'atteindre la souveraineté industrielle. Cela étant, les chiffres et réalisations présentés par le chef du gouvernement, pour détaillés qu'ils soient, ne semblent pas avoir convaincu tout le monde. Parmi les sceptiques, Abdeslam Sederi, économiste et ancien ministre PPS de l'Emploi, qui appelle à des précisions sur ces projets réalisés par secteur d'activité et aussi par lieu d'implantation. Les éléments apportés par Aziz Akhannouch devant la Chambre des conseillers relevant de l'industrie, Abdeslam Sederi pose des questions et soulève des problématiques pour lesquelles il réclame un débat démocratique. Et c'est bien entendu le ministre de l'Industrie qui est concerné, c'est Riyad Mzour, qui a accepté le débat. Alors nous recevons aujourd'hui aussi bien Abdeslam Sederi. Bonsoir, merci d'avoir accepté l'invitation. Mais c'est vous qui avez demandé le débat. Vous y êtes. Vous êtes ancien ministre PPS de l'Emploi. Vous êtes membre du bureau politique du PPS. Exact. Et vous êtes économiste aussi. Merci d'avoir accepté notre invitation. Riyad Mzour, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté le débat. Vous êtes ministre de l'Industrie et du Commerce, vous êtes membre du comité exécutif du Parti de l'Istiqlal et vous êtes ingénieur. Alors avant d'entrer dans le débat, avant d'entrer dans cet article que vous avez écrit, Abdeslam Sederi, que vous avez intitulé « Des réalisations concrètes et des questionnements à clarifier », on va d'abord sacrifier à la tradition et apporter les définitions. Alors quand on parle de souveraineté alimentaire, quand on parle de énergétique, pharmaceutique, on sait ce que c'est pour répondre à des besoins précis. Mais que signifie la souveraineté industrielle dont parle le chef du gouvernement? À vous la réponse, Riyad Mzour, pour commencer. D'abord, la souveraineté industrielle est une orientation royale. Ça a été une orientation qui a été précisée par Sa Majesté lors du message adressé aux participants de la première journée nationale de l'industrie et qui incite l'industrie à rentrer dans une nouvelle ère qui aura pour titre la souveraineté comme moyen et comme objectif. Alors, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire trois choses. La première des choses, c'est le Maroc s'est construit industriellement dans ces dernières années pour répondre à des opportunités, pour être en mesure d'attirer les investissements et répondre à des opportunités de marché qui s'ouvraient. Aujourd'hui, au-dessus de cela, il doit être en mesure de répondre, l'industrie doit être en mesure de répondre aux besoins des Marocains. Et c'est la première étape de souveraineté. La deuxième étape de souveraineté, c'est le Maroc s'est engagé en tant que preneur d'ordre. Ça veut dire que les décisions, la plupart des décisions qui concernent notre industrie, sont prises en dehors de notre pays, en dehors de notre contrôle. Il s'agit de commencer à travailler pour commencer à investir et à prendre le contrôle de certaines décisions industrielles et de plus en plus de contrôle de nos décisions industrielles. La troisième, c'est que le monde est en train de changer et nos alliés, comme nous-mêmes, sommes en train de chercher des sources d'approvisionnement plus fiables et pour renforcer notre souveraineté commune avec nos alliés. On a vu ça pendant la Covid avec des médicaments ou des masques qui s'arrachaient aux enchères sur les tarmacs. Et aujourd'hui, on doit déterminer les produits desquels nous avons besoin, la sphère d'influence dans laquelle nous pouvons les procurer et travailler ensemble pour renforcer notre capacité à répondre à nos besoins. Est-ce que vous avez un complément à ajouter rapidement, Abdeslam Sederi, comme ça on passe au vif du sujet? Je crois que la question de l'industrie, elle est centrale pour un pays comme le Maroc. C'est une question ce n'est pas nouvelle. On se l'est posée depuis l'accession du Maroc à l'indépendance. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de développement, de notre point de vue, et je crois que c'est du point de vue aussi de notre ami Mzour et des partis aussi, des partis de l'Istiqlal que nous respectons énormément. C'est un allié. On ne peut pas vraiment un allié. On ne peut pas développer un pays dans l'opposition, il est dans la majorité. J'allais dire la démocratie. Oui. Sans l'industrie. Je vais vous le rappeler tout à l'heure. Mais l'industrie n'est pas n'importe quelle activité peut être considérée comme une industrie. Je suis économiste
je dois dire que les théoriciens en la matière, ils ont défini l'industrie de la manière suivante, sans rentrer dans les détails, pour qu'on s'adresse à nos chers téléspectateurs. Un grand monsieur, un François Perrault, qui disait que l'industrie, c'est une création collective. Ce n'est pas la création d'une élite. Il faut que tout le peuple s'y retrouve. Et deuxième définition, qui émane également de grands économistes, c'est que, et là ça a été dit dans les propos de Seriad, l'industrie c'est une transformation structurelle d'un pays, d'une économie. C'est le moteur de... Alors Abdeslam Siddiqui, si vous et c'est sur cette base-là, c'est pour clarifier un peu des choses que j'ai appelé au débat. Et je remercie Monsieur le ministre d'avoir accepté à débattre. Débattre, ce n'est pas jouer au ping-pong. Débattre, ce n'est pas combattre. On va y aller. Débattre, ce n'est pas combattre. Débattre, c'est dégager un consensus. En deux mots, s'il vous plaît. Parce qu'on veut servir notre pays. Vous me dites ce qui vous a dérangé dans la déclaration, ce qui vous a un peu heurté, ou ce qui vous a surpris dans la déclaration. Rapidement, en quelques mots, d'accord, pourquoi vous avez demandé un débat? Qu'est-ce qui ne vous plaît pas dans ces chiffres qui ont été définis par le chef du gouvernement? Quand j'ai écouté l'intervention de M. le chef du gouvernement, qui est un ami que je respecte beaucoup, j'ai travaillé avec lui dans l'ancien gouvernement, et j'ai relu le texte attentivement, aussi bien en arabe qu'en français, et j'ai trouvé beaucoup de contradictions. Des chiffres que je n'arrive pas à accepter, que je ne trouve pas, ils ne s'inscrivent pas, et puis il n'y a pas une logique. Trop de chiffres, peu de démonstrations. Et ça m'a un petit peu agacé. Alors je me suis dit, il faut faire venir quelqu'un du gouvernement pour que les citoyens comprennent. Moi, je ne porte pas de jugement définitif. Vous voulez des explications, des éclaircissements, c'est ce qu'on veut tous. Alors, on va y aller. Riyad Mansour, vous avez immédiatement accepté la demande de débat de Abdeslam Siddiqui. Je peux même dire que vous avez été demandeur. Je l'ai même demandé. Voilà. Vous voyez qu'on est franc et sincère. Voilà. Vous avez été demandeur. Alors, quels sont les éléments qui ont retenu votre attention, que vous jugez incorrect ou peut-être abusif dans ce qu'a écrit D'abord, c'est un grand honneur de pouvoir débattre avec le professeur Siddiqui, qui est une référence et que je lis toujours avec beaucoup d'attention, et j'apprends tout le temps en lisant les articles que vous commettez. Ensuite, il était important de donner ces précisions-là, parce que Monsieur le chef du gouvernement a porté en couleur avec beaucoup de détermination et beaucoup de conviction ce secteur, et je l'en remercie, et j'en suis assez fier. C'est vrai que ces chiffres peuvent paraître surprenants. Je me rappellerai toujours le jour où j'ai annoncé, il y a 2 ans, à un de mes prédécesseurs que 85% de nos exportations de biens étaient des produits transformés. Je ne vous redirai pas sa réponse, mais elle disait « Arrête de dire des bêtises, jeune homme, tu ne comprends pas ce que tu dis. » Je lui dis « Et pourtant, c'est vrai, et pourtant, elle tourne. » Alors, les chiffres sont très simples. C'est vrai qu'on a tendance, en lisant les exportations de notre pays, on lit le rapport d'Office d'échange tous ensemble, nous on contribue aussi à les aider à structurer leurs rubriques, et on met des secteurs. Alors on met l'agriculture, on a l'impression que c'est l'agriculture, mais dans l'agriculture, il y a une part d'industrie alimentaire qui correspond à plus ou moins à 45-50% des exportations. On lit les phosphates, on a l'impression que c'est que de la roche. Sur les phosphates et dérivés, par exemple, l'année dernière, il y a eu des exportations de 77 milliards, grosso modo. La roche, ça veut dire ce qui est enrichi mécaniquement, ce qui est considéré comme l'industrie minière, c'est à peu près 7 milliards dedans. Le reste, c'est de l'acide phosphorique, donc c'est de la transformation industrielle, et de l'engrais, c'est de la transformation industrielle qui correspond aux 70 milliards de blocs. Donc on a l'impression que c'est la partie minière, mais c'est de la partie valorisation, comme la valorisation industrielle, et bien d'autres choses. Donc je confirme, je persiste et signe, je confirme, chiffre à l'appui, vous voulez qu'on fasse l'addition, on la fera ensemble, que les exportations industrielles de produits transformés représentent 377 milliards 400 millions de dirhams sur 430 millions 200 millions de dirhams de biens exportés en 2023 dans notre pays, chiffre à l'appui. Après, la classification
je pense que par rapport aux définitions de la transformation et de l'industrie, est bulletproof, je veux dire, on peut la toucher, mais c'est surprenant. Et c'est un chiffre qui est parlant, qui surprend, parce qu'il y a une trajectoire dans notre pays qui a fait qu'on est arrivé à ça, et c'est bien de l'affirmer, de le confirmer. Ce n'est pas le fruit d'un travail d'un seul gouvernement, ce n'est pas le fruit de 3 ans de travail, c'est le fruit de 25 ans de travail, de gouvernements auxquels vous avez participé, auxquels on a participé ensemble, et qu'on est en train de récolter, de consolider, et d'aller plus loin. Et c'est bien si on se met ensemble autour de la table et de dire, bon, ça, ok, on a eu un doute, on regarde, c'est possible, c'est peut-être le cas. Maintenant, voilà ce qui manque, effectivement. Peut-être que ça n'a pas suffisamment d'impact sur tout le monde, voyons voir. Peut-être que ce n'est pas suffisamment disséminé dans toutes les régions, voyons voir. Peut-être que c'est des emplois qui ne sont pas suffisamment qualifiés, voyons voir. Peut-être qu'il n'y en a pas suffisamment, voyons voir. Mais sur ce qui a été affirmé en termes de chiffres, je vous garantis, un par un, et je pense qu'on ne va pas passer l'émission à les faire, mais on peut les faire, un par un. On peut faire les additions, les soustractions, les multiplications, ils sont boulettes. On va faire plus simple, on va laisser Abdeslam Seddeqi réagir à ça, et peut-être sans revenir sur l'ensemble des chiffres, parce qu'il y en a beaucoup, effectivement. Moi, je l'ai dit d'ailleurs dans mon article, il se pourrait que ce chiffre-là émane d'une vision un peu extensive de l'acception de l'industrie. Moi, mes calculs, avec tous mes respects, quand j'ai fait mes calculs, je ne prétends pas avoir raison. Je ne trouve pas 87%, assez posé même. Alors 87%, c'est quoi? 87% de la part des exportations industrielles dans les exportations globales. De bien. Oui. De bien. Oui. Assez posé même que ce chiffre-là soit exact. Il me pose problème. Ça veut dire qu'on n'a pas diversifié suffisamment les exportations. Et les autres, ce qui n'est pas industriel, qu'est-ce qu'on exporte? Bien. Voilà, ça, c'est. Pardon. D'abord, donc Et ça. après, vous réagissez. Non, parce qu'il y a eu une question, je pensais que je. Dans l'industrie, il y a quelque chose qui manque. C'est, et là, je crois que c'est l'intégration. Parce qu'à la limite, on laisse tomber les chiffres. Ce n'est pas un problème, on peut avoir des divergences. Mais je veux une discussion de fond sur la nature de l'industrie que nous poursuivons. Quel est son impact sur l'économie marocaine? Il y a eu des objectifs fixés lors du lancement du PA, le programme d'accélération industrielle. Je rappelle, et vous le connaissez très bien, premier objectif, c'est de passer faire passer la part de l'industrie dans le PIB de 15% à 24%. 23. Et créer 23. 23, 24. Et créer le quart. Et créer 500 000 emplois. Je constate avec regret que ces deux objectifs n'ont pas été atteints. Alors, on va laisser déjà réagir sur ça. Et on aimerait bien savoir pourquoi. On est resté autour de 15%. 15%. Donc, depuis 2015, ce que vous dites, Abdeslam Seddeqi, c'est que jusqu'à 2015 à 2023, ça n'a pas bougé. Ça n'a pas bougé. Donc, tous les chiffres, tous les milliards, toutes les centaines de milliards... Et là, je me base sur les données émanant du ministère du Commerce et du ministère de l'Économie et des Finances. Je crois que c'est... sur l'emploi, je me réfère, encore une fois, uniquement, je me fie aux statistiques offertes par le Haut Commissariat au Plan. C'est la seule institution au Maroc qui a vocation de donner des chiffres sur l'emploi, comme il a vocation de donner des chiffres sur l'indice du coût de la vie. Aucun autre milieu ne peut se permettre, sinon on va poser des problèmes pour notre pays, de la crédibilité des statistiques. Alors, et là, à ce moment-là, on le laisse déjà réagir sur ça, Riyad Mezdour. Donc ça fait deux chiffres que donne Abdeslam Seddeqi, qu'il met en doute les 87% de la part de l'industrie dans les exportations et aussi le changement à partir de 15%. On est à combien en part d'industrie dans le PIB? C'est une addition. 148 d'automobiles, vous ne le contestez pas. Plus 43, ça fait 200 de l'industrie agroalimentaire, vous ne le contestez pas. 70 des acides et des engrais, vous ne le contestez pas, c'est de l'industrie, ça fait 270. Textile et cuir, 46, vous ne le contestez pas, ça fait 316. Aéronautique, vous ne le contestez pas, ça fait 340. Électronique, 18, vous ne le contestez pas. C'est en milliards de dirhams, tout ça. Oui, ça fait 358. Autre industrie, 30,
vous ne le contestez pas. Ça, c'est les chiffres de l'Office Non, d'échange, c'est les mêmes chiffres. Ils ne contestent pas les chiffres réadmissibles. C'est les mêmes chiffres. Ils contestent le 87%. Mais oui, mais alors ça fait... Ça veut dire que tout le reste, c'est 13%. Non, mais attendez, je finis comme ça. La somme, c'est 377 qui est aujourd'hui incontestable dans l'addition, et on rajoute les 430 qui ne sont pas contestables. 377 sur 430, ça fait bien 87%. Que je ne me trompe pas. Pas le temps de... Je n'ai pas repris, mais je travaille sur les mais on peut, je vais vous les donner, et ils sont clairs et limpides. Il y a pratiquement... C'est le premier chiffre. Alors maintenant, on se pose la question... Ce n'est pas un problème. Maintenant, on se pose la question, qu'est-ce qu'on doit exporter d'autre en bien? Je parle en bien. 87% des exportations ont bien. Comme vous le savez, une bonne part de nos exportations, on est à 430 milliards en exportation de biens et à peu près 200-250 en exportation de services, qui sont une autre part d'exportation. Alors, ce qui est fantastique, on nous dit, en tant que pays en développement, qu'est-ce que vous exportez, qu'est-ce que vous valorisez? L'objectif, c'est de valoriser au maximum ce que nous produisons. Et il se trouve que 87% de ce que nous exportons, c'est de la valorisation. C'est des produits valorisés, c'est des produits transformés, ce qui est déjà exceptionnel. Donc l'agro-industrie rentre aussi là-dedans. Oui, bien sûr. D'accord. Et je vais vous dire, l'industrie alimentaire 2023, non transformée, c'est 43 milliards, et transformée, c'est 37. Donc c'est quand même pas mal, il y a déjà eu un progrès de transformation et d'évolution. Maintenant, on nous dit, est-ce qu'on n'exporte pas autre chose que de l'industrie? Qu'est-ce que vous voulez que j'exporte? Des produits bruts? C'est pas le but. Alors, derrière chose, c'est pas... Excusez-moi, les services, on ne parle pas des services là-dedans. Les services, je vous ai dit, c'est un autre facteur. Là, on est sur 430 milliards de biens. Il y a 250 milliards de services qui sont dedans, et on peut en parler si vous souhaitez qu'on élabore. Sur les parties transformées, on est pas mal diversifié. On a des secteurs, on a 6-7 secteurs phares. On a l'automobile qui est le premier secteur, on a les acides phosphoriques et les phosphates qui est le second, on a le textile et l'agroalimentaire qui sont 3-4, on a l'aéronautique et l'électronique qui sont 5-6, donc il y a une diversification qui est là. Je ne vous ai pas interrompu, je finis ma démonstration. Derrière, sur les services, on a quantité de services. On est parti sur l'outsourcing aujourd'hui qui emploie 150 000 emplois quand même et qui est en train d'exporter pour 20 milliards de dirhams. On a même le travail à façon qui est historiquement notre métier textile, qui est considéré comme un service, puisque c'est un service humain qui est rendu, même si c'est un service industriel, qui est à l'intérieur. On a du service financier, on a de l'ingénierie qu'on commence à exporter. Tout ça, c'est en train de se diversifier. Ça ne veut pas dire qu'on a fini. Ça ne veut pas dire qu'on a fini. Ça ne veut pas dire qu'il ne reste pas encore plein de choses à faire. Il reste encore beaucoup de choses à faire. Mais on a atteint ce stade. Et ce qui est important, et c'est pour ça que ce débat est important, il est important qu'on se mette d'accord. Et je vous le dis, ce n'est pas le fruit du travail d'un seul gouvernement, c'est le fruit du travail d'un règne. Ce qui est important, auquel on a tous participé, c'est notre travail à tous. Ce qui est important aujourd'hui, c'est qu'on fiabilise le diagnostic. Et on se dise, voilà, ça, c'est OK, on y est. Qu'est-ce qu'on doit faire, où on va? Qu'est-ce qu'on a manqué? Qu'est-ce qu'il faut faire mieux? Là, je suis d'accord. Excusez-moi, je n'ai pas fini de répondre, parce qu'il y a le taux d'intégration qui est important. Oui, vous avez évoqué le taux d'intégration. Le taux d'intégration était important. Mais allez-y. Comme ça, je ne monopolise pas la parole. Non, mais pour clarifier les choses, quand je dis le taux d'intégration, je vois l'économie dans son ensemble. Et je situe l'industrie. Si je veux faire une carte du Maroc, avec les sites industriels et le reste du Maroc, je trouve les sites industriels, c'est des îlots dans la vaste superficie du Maroc. C'est un peu partout comme ça dans le monde. Oui, même les pays les plus industrialisés, même au Japon, c'est petit, ça reste des îlots. Les données. Bah moi, j'ai le journaliste qui répond à ma place. Les données assez... Non, j'objecte, moi je réponds pas. Moi, j'essaie de comprendre. Vous avez raison. Moi, je partage beaucoup de choses. Je ne suis pas nihiliste. Mais je vois, par exemple, le secteur informel ne fait qu'augmenter. C'est contradictoire avec l'industrie. Est-ce que vous avez des chiffres sur le secteur informel qui, par définition, est informel, donc un peu parce que l'industrie, normalement, devrait absorber une partie du secteur informel. Et là, je suis d'accord, j'applaudis. Mais le secteur informel, il est là. Alors, bien, je peux essayer de répondre un par un parce que vous avez évoqué plein de questions. Comme ça, je termine. Mais on n'est pas dans le... Parmi les grandes insuffisances, c'est que l'essentiel de cette dynamique industrielle que personne ne nie est le fait du capital étranger. Le capital marocain est très insuffisamment représenté dans la plateforme. Oui. C'est ça ce qui m'inquiète. Parce que
Comment on peut-on parler C'est important sur cette question parce qu'on a commencé l'émission par la souveraineté industrielle. Si vous dites qu'il y a du capital étranger... Comment peut-on parler de la souveraineté? Demain, ils peuvent toujours ramasser les bagages. Alors, on laisse réagir sur ça, Riyad Mazouz, s'il vous plaît, sur la souveraineté. C'est la petite et moyenne industrie. Vous êtes bien... Ils n'arrêtent pas de se plaindre. On le laisse réagir sur ça. J'essaie d'équilibrer les temps de parole. Allez-y, Riyad Mazouz. Non, il n'y a pas de problème. Moi, j'écoute avec beaucoup de plaisir et beaucoup d'attention le professeur Sderi. Moi aussi, si vous le permettez. Et j'apprends. Alors, première des choses sur le capital étranger et le capital marocain. C'est une fausse nouvelle. C'est faux. On fait, comme vous le savez, bien qu'il n'y ait qu'une seule institution qui ait le droit de donner des statistiques, ce que je conteste, on fait des enquêtes industrielles. D'ailleurs, cette institution récupère souvent... Vous parlez du HCP. Cette institution... Vous parlez du HCP. Cette institution récupère... Au commissariat au plan. Cette institution non, parce que vous contestez, il faut quand même savoir que... Non, je conteste que ce soit la seule qui soit en mesure de donner les chiffres. Cette institution récupère souvent le fruit de nos enquêtes, etc. Et on l'alimente, bien évidemment, parce qu'elle centralise, et c'est son métier, ce que nous pouvons rapporter comme information. Et donc on fait une enquête industrielle, et dans l'enquête industrielle, la dernière qu'on a faite, 2022 et 2023, sur l'ensemble, l'exhaustivité des acteurs industriels, et bien figurez-vous que 75% du capital de l'industrie est du capital marocain. Donc c'est une fausse nouvelle. Par contre, et là où vous avez raison, dans les dernières tendances, dans les 10 dernières années, 50% du capital des 10 dernières années est capital marocain, donc 50% capital étranger, ce qui est une bonne nouvelle. Ça veut dire que autant les Marocains que les étrangers font confiance. Deuxième point que vous avez soulevé, qui est extrêmement important, c'est l'équité territoriale. Et vous avez raison, l'équité territoriale est un objectif. Effectivement, chaque région n'a pas les mêmes vocations économiques, d'une manière générale, et encore moins industrielles d'une autre manière. Et c'est pour ça que, conformément aux orientations de Sa Majesté, dans cette nouvelle ère dans laquelle nous sommes en train de rentrer, nous avons décidé de faire une approche et des objectifs et un plan industriel régionalisé en tenant compte des vocations industrielles et des objectifs industriels de chaque région. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans un nouveau schéma de gestion du pays, avec la région qui a une responsabilité économique, et on rentre dans un cadre contractuel avec la région pour développer la vocation industrielle. Concrètement, ça donne un plan de développement industriel avec les infrastructures, les objectifs pour chaque région. Troisième point que vous avez évoqué et qui est extrêmement intéressant, c'est que le PAI n'a pas atteint ses objectifs. Le PAI a fixé le plan d'accélération industrielle. Un plan d'accélération industrielle qui était de 2014-2020 a fixé l'objectif d'atteindre 500 000 emplois, de création de 500 000 emplois. Alors, en fonction de la police et des manifestants, les manifestants disent c'est du net, le PAI dit c'est de la création, etc. Quand on parle de création et on regarde la CNSS, puisque je pense que l'objectif d'un plan étatique, c'est de créer des emplois dignes et durables, quand on regarde la CNSS, on a fini à 505 000 emplois de création brute. Effectivement, quand on regarde les statistiques portées par le HCP qui sont basées, et je le répète, qui sont fiables scientifiquement et académiquement, je ne conteste pas. 120 000 emplois je ne conteste pas leur fiabilité scientifique et académique. Ce que je conteste, par contre, c'est que c'est du déclaratif, c'est par sondage, c'est en fonction d'une cartographie des acteurs économiques qui n'a pas été renouvelée depuis 2001, et vous le savez très bien puisque vous avez été responsable du secteur de l'emploi, et qui est en train d'être renouvelée maintenant. Ça veut dire que la dynamique économique, excusez-moi, ça veut dire que la dynamique économique de notre pays qui a été observée durant ces 20 dernières années n'a pas encore ses capteurs au niveau des sondages du HCP. Meloussa est encore au niveau du HCP une commune rurale à 1500 habitants, alors qu'elle abrite le plus grand pôle industriel automobile de la région. Donc, il faut débattre avec le commissariat au plan. C'est ce que je fais, c'est ce que je fais. Et je suis heureux de pouvoir débattre avec... Il n'est pas au commissaire au plan, lui, il est ancien ministre de l'Emploi. Et je suis heureux de pouvoir en débattre avec Cheikh Chakib aujourd'hui. Vous connaissez bien ce secteur de l'emploi. D'ailleurs, j'ai une remarque aussi, c'est que pour vous, Abdeslam Sderi, avant de réagir, vous avez été ministre de l'Emploi pendant 4 ans, donc de mémoire 2013-2017 au gouvernement Belkinen. Et à l'époque, les chiffres pleuvaient aussi. Donc entre 2015 et 2017, ça commençait à pleuvoir comme chiffre.
vous étiez heureux en tant que ministre de l'Emploi. Vous ne remettiez pas en question. Alors, qu'est-ce qui a changé entre votre gouvernement et celui qu'il y a maintenant? Non, on remet en question quoi? Vous remettez en question, vous dites que bon, vous semblez remettre en question les emplois qui sont créés, tous ces emplois qui sont créés. On a toujours pris en considération les emplois tels qu'ils ont été affichés et signalés par le commissariat au plan. Vous faites allusion peut-être à la polémique qui a eu lieu entre le ministre de l'époque et le commissariat au plan, mais ça n'a pas été tranché, ça a resté ouvert. C'est un peu le débat d'aujourd'hui. Donc vous ne contestez pas les chiffres qui sont donnés par Riyad Mansour, c'est clair. C'est bon, donc logiquement. Parce que je relève toujours de l'intervention de monsieur le chef du gouvernement qui a donné un chiffre des investissements qui ont été réalisés depuis le mandat de l'actuel gouvernement jusqu'à valeur aujourd'hui. Il a dit qu'ils ont réalisé 800 milliards d'investissements, avec la création parfois de 170 000 emplois. Et parfois on parle de 500 000. Si je fais le calcul de tous ces emplois qui ont été créés, je me retrouverai avec un taux de chômage de 10%, de 11%, mais pas de 13,7%. Donc voilà, c'est des problèmes fondamentaux qui nous posent problème. Même si le pourcentage est infime, c'est une question de principe. À partir du moment où il y a un chiffre qui est faux, le reste est faux. Non, mais les chiffres, on les lance comme ça. Moi, je ne veux pas me référer à la fameuse phrase de Churchill qui disait les statistiques ne sont vraies que lorsque c'est moi qui les ai falsifiées. C'est une... C'est une Churchill, oui. Elle est pas mal, Ça peut lui ressembler. Mais je ne vais pas jusque-là. Ça peut lui ressembler. C'est un peu Non, mais moi, je crois, sincèrement, on est mal à l'aise. Il y a un problème de cohérence. Parce que, quels que soient les chiffres, il y a comme une question de logique. Quand on fait des recoupements, il y a quelque chose, il y a des malaises. On sent un certain malaise. Alors, si vous permettez, on va laisser réagir. Voilà les chiffres. Le chef du gouvernement, je vais dire les chiffres parce qu'il faut que les téléspectateurs entendent ces chiffres. Je vais tout sortir d'une manière brute. Le chef du gouvernement dit que 654 projets ont été signés pour 78 milliards de dirhams et devraient créer 89 000 emplois. Et puis il affirme que 2012 projets industriels ont été traités par les comités régionaux unifiés d'investissement pour un montant d'investissement de 800 milliards de dirhams et devraient créer 275 000 emplois. Ce sont des chiffres que vous allez confirmer, que vous allez expliquer ou expliciter. Et aussi cette question de coût par emploi, je sais que c'est très extensif, je sais qu'il n'y a pas de critères internationaux ou nationaux, mais ça fait quand même des chiffres de 3 millions de dirhams par emploi. Comment vous expliquez ça? Alors, première des choses, je ne vous ferai pas l'insulte de confondre les emplois qui ont été créés et les emplois qui sont projetés par rapport aux projets industriels que nous avons. Nous sommes dans un secteur industriel. Ce qui est bien dans ce secteur, c'est qu'on a la visibilité de ce qui arrive. Parce on connaît les emplois aujourd'hui qui vont être créés dans 2 ans, puisque l'usine qui va employer dans 2 ans commence à être construite aujourd'hui. Ou l'investissement qui va être fait dans 2 ans commence à être construit aujourd'hui. Donc on a une visibilité très matérialisée, on va dire, projet par projet, de tous les acteurs qui viennent. Alors quand monsieur le chef du gouvernement vous dit que nous avons tant de projets, 674 signés, qui sont en cours de mise en œuvre, qui ont annoncé la création de temps, c'est très simple. C'est ce qui va se produire à 120%. Statistiquement, quand je regarde l'historique. Ça veut dire qu'il a été conservateur par rapport à ses prévisions. Pourquoi ? Parce que, comme vous le savez, notre système de soutien à l'investissement industriel est conditionné par la création d'emplois. C'est le critère majeur. C'est quelque chose qui a été mis en place à l'époque du PAI et qui a continué dans la nouvelle charte d'investissement. C'est quelque chose que vous connaissez et que vous maîtrisez parfaitement. Et donc, quand un investisseur vient s'engager à faire un investissement industriel, il sait qu'il ne recevra sa prime que quand il aura créé ses emplois. Donc en général, il est plus conservateur. Donc en général, par rapport à ce qu'on a dans les conventions d'investissement, et c'est ce qu'on annonce aujourd'hui, 97% de ces conventions arrivent à échéance. C'est-à-dire quand on est arrivé à ce stade de signature de la convention, parce qu'on commence par des MOU, par des machins, c'est tout un process de recrutement, on va dire, d'investisseurs. C'est comme un process commercial, c'est un travail de longue haleine. Quand on est arrivé à ça, on a ces chances-là de réussite. Et ces chances-là de réussite, 97% de projets qui sont signés,
ça veut dire qu'il y en a 3 qui partent à la casse quand on arrive à cette échéance-là, qui créent, eux, 120% de l'emploi projeté global. Donc quand on vient annoncer ça, on annonce que le 100 pour être conservateur. Ça, c'est le premier point pour vous expliquer. Donc il y a cette partie-là de projets qui ont été recrutés dans le cadre d'un programme banque de projets, qui est le programme de substitution aux importations, qui s'est appelé programme souveraineté dans un deuxième temps pour l'élargir un peu aux nouvelles orientations de Sa Majesté. Et il y a un programme beaucoup plus large d'industrialisation avec des grands projets, et c'est là où vous voyez les coûts. On rentre dans des projets ultra capitalistiques. Ce qu'il faut savoir, c'est que la première phase de notre industrialisation, là vous parlez d'intégration, et je rebondis sur ce que vous avez dit, parce que c'est exactement ce qui s'est fait. La première phase de notre réindustrialisation, parce qu'on s'est désindustrialisé pour reprendre, c'était ce qu'on appelle l'industrie d'exportation légère. D'accord ? On a commencé par de l'assemblage, des coûts légers. Et puis, au fur et à mesure, on commençait à faire de l'intégration en profondeur. Et plus on rentre dans de l'intégration en profondeur, plus on rentre dans du capitalistique lourd avec peu d'emplois directs. Mais ça ne veut pas dire que si on a un grand complexe sidérurgique ou un grand complexe chimique, les emplois directs dans le complexe chimique ne sont pas monstrueux, mais ça bouleverse tout un écosystème, toute une province et toute une ville. Excusez-moi, je continue. Non, on sort des chiffres. Juste une remarque, parce que là, ce qu'il dit, c'est à la limite vrai. C'est pour cela que... J'aime bien à la limite. Une industrie... Vous voyez, vous êtes d'accord. Non, mais j'aime bien à la limite. Une industrie qui n'exerce pas des effets d'entraînement pour justement créer des emplois après. C'est ça notre problème. Alors justement, je voudrais revenir pour avancer un peu. Parce que l'exportation... On a minimisé en quelque sorte, plutôt négligé en partie. Peut-être on reviendra dans le débat. La petite entreprise. Alors justement, je voulais en revenir là-dessus. C'est la petite entreprise et la moyenne à travers le monde. Nous avons un tissu productif. Vous n'allez pas me reprocher après que l'émission passe vite. Il vous reste 15 minutes, hein, messieurs les ministres. Alors, vous parlez de coûts exorbitants sur ce que disait Riyad Mzour. Et puis, vous avez dit aussi dans cet article, donc vous parlez de la charte d'investissement, il faut préciser, je vous cite, Absam Sederi, il faut préciser que la très petite et moyenne entreprise, TPME, n'a rien vu encore venir. Comme d'habitude, c'est vous qui parlez, comme d'habitude, les grands sont servis en priorité, les petits se contenteraient des miettes. Vous demandez à n'importe quel... Direct, alors, je vais vous répondre clairement. C'est à lui qu'il faut dire ça. Moi, sans surenchère et sans détour. Dans la politique telle qu'il est menée actuellement, il fait le jeu des grands capitales, comme on dit. Pas uniquement dans l'industrie. C'est valable aussi dans l'agriculture. Le plan Maroc Vert et le plan Green Génération, 75% des investissements publics profitent à l'agriculture capitaliste. 25% vont à l'agriculture solidaire. De la même manière, on vient d'adopter la nouvelle charte d'investissement. D'accord ? C'est un excellent texte. Je n'ai rien à dire. C'est déjà opérationnel vis-à-vis des grands investisseurs, mais quand il s'agit de la petite et moyenne entreprise, j'apprends que c'est encore en discussion pour sortir le texte d'application. C'est-à-dire, on a commencé d'abord à servir les grands, et les petits n'ont qu'à attendre. Et ce n'est pas moi qui le dis. J'ai discuté avec les entrepreneurs de la petite et moyenne entreprise. Ils se plaignent, ils attendent, rien n'est encore fait. Autrement dit, avec les grands, l'unité de compte, c'est le milliard. Avec les petits, l'unité de compte, c'est le million, et voire le centime. Et ça, à la limite, on peut comprendre, puisque c'est de petite taille. Nous avons un potentiel au Maroc, chez les jeunes. Moi, une fois, j'étais lors de la COP 16 qui s'est déroulée à Marrakech. Il y avait le salon... COP 22 en 2016. 2016, c'est ça. Et il y avait le salon pour les jeunes, où ils venaient exposer leur découverte. C'est extraordinaire. On ne peut pas ne pas être vraiment, comment dirais-je, emballé par le génie de la jeunesse marocaine. C'est à cette jeunesse qu'on doit s'adresser. Nous avons des diplômés qui ont envie de monter des start-up ou des petites entreprises. Il faut venir en aide. Voilà, c'est ça le problème. On les néglige. Comme d'habitude, les grands seront servis en priorité, les petits se contenteraient de miettes. C'est en conditionnel. Se contenteraient de miettes. Est-ce qu'ils se contenteront de miettes?
Non, je vais d'abord répondre aux jeunes parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur. Ça fait 2 ans. On a sorti... Et je crois que vous ne pouvez qu'être d'accord, parce que, autant que je cherche, le parti de Sterklen, il soutient la petite entreprise marocaine. Bien sûr. Donc il faut être... C'est ce qu'il vous dit. Mais si je peux avoir l'occasion de répondre, je vous explique. Bien sûr, que non seulement on est d'accord, mais on agit. Vous allez. Je vous le rappelle, comme ça, si vous avez... Non, j'oublie pas. Vous inquiétez pas, j'oublie pas d'où je viens et j'oublie pas à qui j'appartiens. Vous inquiétez pas. Allez-y. Alors la première des choses, vous savez, ces jeunes-là, c'est la première chose, les jeunes innovants, c'est l'une des premières choses à laquelle s'est attaqué ce gouvernement, qui est venu avec un programme unique, qui est Unique ou unique? Unique avec un U. Et qui a un succès fou et qui n'est pas complètement utilisé. C'est le programme de soutien à l'innovation. Et je vais vous l'expliquer parce que c'est important que les jeunes sachent qu'il est là, et on fait la tournée de toutes les universités pour le montrer. Premier étage de la fusée, chaque jeune, chaque personne qui a une invention a une subvention qui peut aller jusqu'à 1 million de dirhams pour faire ses études et la breveter. Deuxième étage de la fusée, chaque jeune, chaque personne qui veut faire un prototype ou une maquette de son innovation a une subvention qui peut aller jusqu'à 4 millions de dirhams. Une subvention, un don par projet. Ça, c'est sur le papier, Riyad Manzour. Non, il y a 108 projets qui sont en train de tourner comme ça. Et le fonds n'est pas complètement utilisé. Venez l'utiliser encore. Il y a 300 millions de dirhams par an qui sont... Moi, c'est la première fois que j'entends ça. Et pourtant, alors que je suis l'actualité. Et pourtant, j'en ai parlé dans votre émission ici avec vous. D'accord. La dernière fois que je suis venu sur ce plateau. Il y en avait combien à l'époque? Il y en avait 300 millions, il y en avait 12 qui avaient commencé à l'époque. Aujourd'hui, on est à 108. D'accord. Et je vous dis, je fais un appel à projet d'ici, parce que c'est encore ouvert et il n'est pas complètement utilisé. Et on va faire la tournée des universités pour leur dire tout le temps, et je n'arrête pas de le faire. Et c'est pour ça que je profite de l'occasion encore aujourd'hui pour le rappeler. Il n'est pas encore complètement utilisé. Troisième étage de la fusée, parce qu'une fois qu'on a notre prototype, il faut apprendre à l'industrialiser. Eh bien, il y a des subventions qui vont jusqu'à 5 millions de dirhams par projet pour industrialiser le process et faire une ligne d'industrialisation. Vous répondez à côté, excusez-moi. Non, je ne réponds pas à côté, j'ai répondu aux jeunes. C'est important et c'est essentiel et c'est l'avenir de notre pays. Deuxième point, la PME. S'il vous plaît. Deuxième point, la PME. Il n'y a pas que ceux qui ont des prototypes. Il y a ceux qui ont des entreprises, qui veulent faire des entreprises. Bien, la à 10, PME. 15, 100 000, 200 000 La PME. La PME. Voilà, j'y viens. J'ai commencé par les jeunes. On y va. C'est important, non? Très important. Non, vous voulez que je ne parle pas des jeunes? Non, vous en avez parlé. Allez-y, reste pas. Il reste 10 minutes. Parlons de la PME. PME, 1868 projets industriels qu'on accompagne. Je vais vous le dire, qu'on m'aide. Dedans, grande entreprise, 198 projets qui vont créer 60 000 emplois, investissement 60 milliards de dirhams. Où est-ce que nous en sommes maintenant? Et je suis en train de vous dire ce qu'on vous accompagne. Il y en a 674 qui sont en train d'être exécutés, et il reste les 1200 qu'on accompagne, autres, pour les ramener à l'exécution. Deuxième phase, et c'est la même répartition, ne vous inquiétez pas. PME, 1158 projets pour 93 000 emplois, 351, pour 54 milliards de dirhams. Parce que aussi se compte en milliards de dirhams, seulement, il y en a à peu près 7 fois plus. Et TPE, parce qu'on compte aussi les petits desquels vous avez parlé. TPI, je ne parle que de l'industrie, et je reste sur l'industrie, sur ces projets industriels que nous accompagnent. 435 projets pour 19 000 emplois à 3 milliards de dirhams. Donc l'accompagnement se fait. Maintenant, vous avez raison. La charte, et le soutien pour la charte, dans le dispositif de la charte, pour la PME, a pris du temps. Pourquoi? Et je vais vous expliquer pourquoi. Ce n'est pas une question technique, ce n'est pas une question de volonté politique. On est arrivé, le dispositif pour les grandes entreprises était facile à élaborer parce que les quantités et les projets accompagnés sont identifiables. Et ce n'est pas, pas des quantités importantes. La bande passante pour les accompagner et le process que nous leur demandons est tellement lourd aussi, parce qu'on leur demande de ramener des tonnes de justificatifs, etc. Alors la PME pour pouvoir se... Et pour partir... C'est un blocage. Non, ce n'est pas un blocage. Et nous voulions venir avec un dispositif simplifié, avec un dispositif accessible, avec un dispositif fluide, pas avec un outil qui n'allait pas être utilisé pour la PME. Il est enfin prêt, nous sommes en train de régler les petits détails, on a pris 6 mois de retard, excusez-nous, parce que vraiment on voulait insister et le tester pour qu'il soit accessible à la PME, que ce ne soit pas quelque chose qui ne fonctionne pas encore une fois, encore une fausse promesse aux PME, et il y en a eu beaucoup.
On voulait venir avec quelque chose qui marche et Inch'Allah, ça va marcher. Monsieur le ministre de l'Industrie et du Commerce, vous êtes en train de nous dire que le gouvernement découvre cette chose qui s'appelle la PME. Non, il ne découvre pas. Il est en train de ça que vous dites. Non, il est en train. Non, il est en train d'adapter un produit sur mesure. Il est en train d'adapter un produit parce que tous les produits qui ont été donnés aux PME jusqu'à aujourd'hui, tous les produits qui ont été mis à la place pour les PME n'ont pas connu le succès qui était attendu. Donc il a fallu qu'on apprenne les leçons et qu'on reteste des produits pour leur offrir quelque chose qui soit à la hauteur de leur attente. Donc, sur un mandat de 5 ans, je dois comprendre que... Mais sur 30 ans de tentatives, c'est pas grand-chose. Les petits entrepreneurs et les moyens et les tout petits qui protestent, qui attendent, et ils ont tort alors. Non, ils n'ont pas tort. Ils ont tort. Ils n'ont pas tort. Ils ont raison. Mais on sera à la hauteur de leur attente. On laisse finir. Moi, il ne faut pas se cacher la vérité des choses. La pratique, c'est que dans tous les pays, ceux qui sont influents, qui jouent, c'est ça la réalité. Non, c'est un procès d'intention, monsieur le ministre. Ils sont servis C'est un procès d'intention, monsieur le ministre. Et les autres doivent attendre parce que c'est vrai, ils sont nombreux. Mais le gouvernement, cher ami, le gouvernement et l'administration, il est là pour accompagner, pour résoudre les problèmes, pour faciliter. À quoi sert un gouvernement s'il ne facilite pas les choses? S'il ne simplifie pas les procédures? C'est exactement ce qu'on fait. C'est ça. C'est exactement ce qu'on fait. Cela étant, vous savez, vous êtes ministre, vous avez été ministre. C'est exactement ce qu'on fait. Ça n'a pas été vraiment fait pour la PME. La PME souffre dans ce pays. C'est pas vrai. Ça n'est pas vrai. C'est exactement ce qu'on fait. Sur le financier. C'est exactement ce qu'on fait. En termes de financement, en termes de garantie, les banques sont très. Ils ont un problème. Nous, on est au PPS, on a demandé. Et on demande toujours la création d'une banque publique d'investissement dédiée à la petite et moyenne entreprise. Et à la limite, il faut réfléchir à transformer le fonds Mohamed VI pour investissement vers une banque publique parce que c'est un problème sérieux. Si on veut effectivement réaliser notre souveraineté industrielle, c'est avec la petite et moyenne entreprise qu'on peut le faire. Avec le capital étranger. Pourquoi vous ne l'avez pas proposé quand vous étiez Non, ça a été proposé. C'est vrai, notre pays. Avant 2019 Non, ils ont toujours proposé ça. C'est quelque chose qui était dans leur programme. C'est la position même de l'Istiqlal. Exact. Ça a toujours été proposé. Tu vois, salut votre honnêteté. Non, je suis honnête. Quand c'est vrai, c'est vrai. Mais le procès d'attention concerne les grands parce qu'ils sont influents. Vous avez bien commencé, laissez-le finir. Je ne peux pas l'accepter. Je ne peux pas laisser passer ça. Vous l'avez dit, on l'a entendu. Une banque publique d'investissement va résoudre énormément de problèmes. Il ne faut pas être dogmatique en matière d'économie. On peut privatiser quand il le faut, mais il faut nationaliser également quand il le faut. Nationaliser. Vous dites nationaliser, d'accord. Nationaliser un certain nombre de... D'ailleurs, regardez... Vos anciennes idées au PPS la Grande-Bretagne, ils avaient privatisé le chemin de fer, maintenant ils sont en train de le nationaliser. C'est parce que c'est la gestion, c'est ce qu'on appelle, tout le monde parle de gestion souple. C'est ça la gestion souple. C'est de ne pas être comme ça, braqué sur un principe, un dogme, alors que le monde change, et le monde change à vive allure. Notre pays doit être effectivement, doit s'adapter à la réalité des choses. Alors, Riyad Mezzour, on va finir avec vous parce qu'il nous reste exactement 4 minutes, ou peut-être une réaction de Siab Slam Sderi. Donc, pour résumer, les milliards pleuvent, les chiffres sont là, on en est heureux, on ne remet pas en cause, on a demandé des éclaircissements, vous les avez donnés, mais il y a du chômage selon l'institution HCP, dont vous contestez l'unicité de je confirme le chômage. Vous avez 4,5 millions de NEETs sans emploi, sans formation. Ah oui, non, là, vous allez fort. Ça, c'est les chiffres du HCP si on va jusqu'à 34 ans. Vous allez fort. C'est le chiffre. Vous contestez ce chiffre? Moi, je ne l'ai pas inventé, c'est le chiffre du HCP. Vous allez fort. Quand ils vont à 34 ans, c'est ce qui a écrit. Non, mais allez jusqu'à 55 ans, allez jusqu'à 80. Non, à 80, on n'est pas jeune. À 34 ans, on est jeune. Je peux vous en parler un petit peu rapidement. Rapidement, en 1 minute et demie, parce qu'il restera 2 minutes à ce moment-là. Rapidement. Le problème des NEET, qui ne sont pas ni en emploi, ni en formation, ni en training. En training, en stage. En stage. Ni en chômage. Non, ils ne sont ni en emploi, ni en formation, ni en stage. C'est un problème sociétal qui existe dans tous les pays, qu'ils soient développés ou moins développés. Pas à ce taux-là. Mais peut-être avec des proportions différentes. Effectivement, le chiffre que vous avez annoncé, c'est il est correct. Et
Mais le chiffre le plus intéressant, c'est la tranche d'âge 15-24 ans, qui est de 1,7 million, 1,6 million. Ça fait quand même pas mal, 1,7 million de jeunes de 15 à 24 ans. Mais quand vous rentrez à l'intérieur, c'est différent. D'accord. Voilà, on rentre à l'intérieur. Je vais rentrer à Il l'intérieur. restera 2 minutes. On rentre à l'intérieur. Dans ce chiffre-là, 3 quarts, ce sont des femmes et des filles. Essentiellement du monde rural. Et moins de 20%, 15% ont un diplôme de supérieur. La majorité, ils ont un niveau inférieur au niveau du collège. Quelles sont les origines de ça? C'est le décrochage scolaire et l'abandon scolaire. Autrement dit, les ministres concernés sont en train de faire le travail. C'est un problème de l'emploi des femmes. Merci. C'est un problème de l'emploi des femmes. Désolé. Parce qu'il est du monde rural. Le monde rural, il a été justement négligé. Je vais vous la faire très simple. On a passé 45 minutes à parler sur le constat. Mais le vrai constat, c'est que l'économie de notre pays est capable de créer, quand tout va bien, 200 000 emplois par an. On a besoin de multiplier ça par 1,5, voire par 2, pour être en mesure de répondre à cette jeunesse qui vient. C'est ça le vrai constat. Et on doit utiliser et allumer tous nos moteurs. Ce n'est pas en dénigrant les moteurs qui marchent et qui ont un potentiel pour y aller. Il y en a un qui fonctionne, qui a un potentiel pour multiplier par 1,7 sa capacité à employer. C'est bien, on va le pousser, on va l'accompagner. Et on va en chercher d'autres. Et on va l'approfondir. Moi, ce qui m'a dérangé dans cet appel-là, c'est le constat n'est pas bon. On a quelque chose, on tient quelque chose qui a évolué, qui a progressé, qui a un potentiel monstrueux avec des investissements qui arrivent, avec une confiance qui est faite au Maroc qui n'a jamais été faite de son histoire, avec une confiance qui est faite aux Marocains, aux jeunes. Je me rappelle d'une époque où on disait qu'il fallait 2,4 fois la compétitivité d'un travailleur marocain pour avoir celle d'un Roumain. Aujourd'hui, c'est le contraire. Le travail est fait. On a un potentiel. On arrive à la fin de l'émission. On se rapproche. On a un avenir. Non, on est meilleur. On arrive à la fin de l'émission. On est à la fin de l'émission. Riyad Mansour, ministre de l'Industrie et du Commerce. Merci. Abdeslam Siddiqui, ancien ministre de l'Emploi. Merci. Vous avez demandé un débat, vous avez accepté un débat, vous avez eu un débat. On n'a pas répondu à toutes les questions. Ils n'ont pas répondu à toutes les questions. Mais disons qu'on avance. Merci de nous avoir suivis et à la semaine prochaine.